Lorsque nous travaillons avec des énergies, nous travaillons avec des archétypes qui s'expriment à travers un langage symbolique. Ainsi, pratiquement, nous avons surmonté à la fois le niveau physique et le niveau psychique et nous avons plongé directement dans l'espace spirituel. Dans cet espace où la transcendance et les formes de vie manifestes se rencontrent et travaillent ensemble. Nous avons cette capacité parce que notre subconscient connaît le langage symbolique, parce qu'il est en lien direct avec les ressources universelles. Bien que je n'ai pas encore expliqué ce que sont les archétypes, en présentant d'autres concepts, je ne pouvais pas éviter de parler de symboles. Qui sont en fait le langage archétypal. Le langage symbolique médiatise nos expériences spirituelles. La plus grande découverte que j'ai faite grâce au métier de psychothérapeute, c'est que la guérison vient du plan spirituel, bien que le travail avec les patients s'occupe des processus psychiques, prenant en charge des souvenirs, des idées, des émotions, etc. Et quand je parle de plan spirituel, je ne veux pas dire quelque chose venant d'un espace transcendant, séparé de l'expérience concrète vécue. Non, il s'agit de l'apparition naturelle, spontanée, d'un processus perceptible émergeant de l'espace profond de la transcendance interne. Ce dont j'ai été témoin au cours de différentes séances avec mes patients. Durant le dialogue thérapeutique, mené dans le langage habituel, le patient avait alors un éclair de compréhension et changeait soudainement sa façon de considérer son problème. Il s'agit là d'élargir sa perspective et de passer à un niveau de compréhension supérieur, où les règles du jeu sont différentes. Changer la règle apporte la guérison. Et les règles, parce qu'elles résultent de principes, font déjà partie du plan spirituel. Les énergies commencent à s'organiser différemment pour retrouver leur matrice d'origine. De cette manière, il est permis d'intégrer un fait dans un autre contexte et, bien sûr, de nouvelles solutions d'adaptation à la vie présente apparaissent. Cela s'appelle un état de prise de conscience. Mais tout ce processus est dévoilé par un moment magique d'illumination intérieure. La prise de conscience est le processus par lequel on peut connaître les lois de la nature, y compris sa propre nature, et ainsi s'ouvrir un accès à l'espace spirituel dans lequel il est possible de reconnaître la profondeur de sa valeur personnelle et la dimension universelle de son être. En général, l'expression « illumination intérieure » est utilisée comme une métaphore d'un processus de connaissance, de clarification des idées, qui s'accompagne d'un état émotionnel positif. Nous utilisons donc le mot lumière comme métaphore de la raison, nous ne pensons pas à la lumière elle-même. Mais qu'un archétype s'exprime symboliquement à travers des sensations et que l'on sent à quel point ce que l'on pensait n'être qu'une métaphore agissant directement dans notre propre corps est déjà extrêmement surprenant. J'ai fait expérience plus particulière de voir vraiment ce jeu des lumières du mandala, bien qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien à ce symbole. Je disais dans un post précédent que le mandala est le symbole de l'univers. Alors je sentirais la loi de l'univers agir miraculeusement dans mon champ énergétique. En fait, j'ai alors réalisé ce qu'est un champ énergétique. Voici ce qui s'est passé. J'étais dans un groupe de psychothérapie où je faisais mon analyse personnelle. Par un échange de réponses avec un collègue et le thérapeute qui dirigeait le groupe, j'ai compris que j'avais accepté dans mon enfance une règle de conduite qui me bloquait beaucoup dans les échanges sociaux. Soudain, j'ai réalisé que je pouvais prendre une nouvelle décision. Je l'ai formulée, et la dynamique de mes énergies a changé. À ce moment précis, j'ai ressenti par mes émotions qu'un changement s'opérait. Ce qui a suivi était fantastique. Pendant un mois, mes pensées étaient comme des chevaux sauvages dans un champ qui semblait n'avoir aucune limite. De nombreux souvenirs sont revenus. Et je les ai replacés dans le nouveau schéma de sens que je construisais alors. J'avais changé tout mon système de règles. J'étais plutôt agitée à ce moment-là et j'essayais de garder le contrôle, de faire des pauses pour réguler la tempête de pensées qui me fatiguait.
Quand je voulais me détendre, fermer les yeux et essayer de faire attention seulement aux réactions de mon corps, je voyais des images lumineuses en forme de mandala. J'essayais de ne pas y prêter attention, mais cela arriva très souvent, parfois même tous les jours, durant quelque temps. À cette époque, je ne connaissais rien au symbolisme du mandala, j'en avais seulement vaguement entendu parler. Et il se trouve que ma perception visuelle dans l'imaginaire est déficitaire. Ma perception interne est principalement tactile, motrice, et j'ai du mal à former des images sur mon écran mental. Pourtant, durant cette période, ces fleurs de lumière scintillantes, très colorées, apparaissaient spontanément. Par un mouvement mystérieux, ils changeaient de forme tout en conservant le motif de l'harmonie. Plus tard, à travers mes lectures sur les mandalas, j'ai appris que le mandala était le symbole du monde et j'ai compris en quoi consistaient ces images. Mon monde changeait alors radicalement. Les lumières que je voyais étaient mes énergies qui retrouvaient la forme de ma liberté. Par la suite, il m'a été impossible de reproduire cette expérience. Les mandalas ne sont plus apparus dans cette forme, mais je me souviens encore la sensation qu'ils produisaient. Cela a été une expérience spirituelle puissante qui m'a marquée, car elle a créé un champ énergétique propice à la mise en œuvre de nouvelles décisions. J'ai expérimenté la façon dont l'information interagit avec les énergies à des niveaux très profonds, exprimant les bases archétypales. Le mandala est le symbole qui représente le concept de système ainsi que les principes et les règles grâce auxquels il fonctionne. Il a participé à la restructuration de mon système de vie. À la suite de mon expérience décrite précédemment, je suis parvenu à la conclusion que ce symbole fonctionne de manière concrète et influence les formes matérialisées de la vie. Bien que je n'ai jamais abordé l'étude du mandala, ce dernier est apparu une fois encore sur mon chemin de vie. Apparemment, il voulait que je lui prête plus d'attention. Cette fois-là, l'expérience a été moins dramatique et plus facile à intégrer rationnellement. Pour illustrer cette nouvelle expérience que je vais raconter, j'ai choisi le dessin du mandala associé à cette histoire personnelle. C'était un moment où il me semblait dialoguer directement avec les anges. Ou avec l'information archétypale vivante, pour utiliser un langage plus scientifique. Quand j'ai commencé à pratiquer l'EFT, j'ai été fasciné par les résultats obtenus en très peu de temps. Je travaillais donc avec des énergies, même si je disposais de très peu d'informations sur leur potentiel. Mais si j'y entrais, le guidage commençait. À cette période-là, je suis passé un jour devant un magasin de vêtements de seconde main et j'ai remarqué un sac avec un motif qui m'a soudainement impressionné. Mais j'ai passé mon chemin, me disant que j'avais déjà bien assez de sacs. Cependant, l'impression que j'avais eue était forte, elle est restée intacte et me titillait. Alors j'ai décidé de retourner au magasin. Tout en regardant ce sac, j'ai commencé à parler avec le vendeur. Il connaissait le dessin qui m'avait impressionné et m'en donnait une explication. J'ai donc appris qu'il s'agissait d'un mandala, le symbole de l'univers, et que chaque élément du dessin est le symbole d'un principe. C'était clair pour moi, je devais commencer à étudier les mandalas. Alors j'ai acheté le sac comme un point de départ pour la nouvelle idée qui a émergé en moi. Je l'ai rangé, ne ressentant pas encore de motivation interne pour aborder ce sujet. Quelques mois plus tard, j'ai découvert les mudras et les mantras, et j'ai été stupéfaite par la force de mobilisation de l'énergie de ces techniques. Je me suis donc plongée avec sérieux dans l'étude de la philosophie et des pratiques hindoues et j'ai commencé à comprendre la fonction du symbole du mandala. C'est l'expression symbolique de la manifestation de l'énergie, et cela peut nous aider à comprendre et à accepter le fondement de notre propre vie. À partir des principes fondamentaux, les lois qui sous-tendent la manifestation énergétique se ramifient comme les branches d'un arbre,
occupe l'espace de la vie et s'exprime en fonction de la forme matérialisée qu'elle représente. Le symbole du mandala exprime très bien ce mouvement de l'univers en manifestation. Il contient le point central du principe d'unité. Et, en même temps, il regorge d'autres éléments exprimant les principes des formes de vie manifestes. Le mandala est utilisé comme support pour la méditation. On dit que son image aide à harmoniser les énergies. Il semble que la vibration de l'information crée un mouvement ondulatoire par lequel la force vitale créatrice entre en action, révélant les structures sous-jacentes aux formes matérielles de la vie. De l'expérience avec les techniques énergétiques, j'ai reçu la confirmation que les mouvements circulaires guérissent. La spirale est le symbole du progrès. C'est peut-être pour cette raison que les récits mythologiques utilisent l'image du serpent comme symbole de la manifestation de la force vitale au niveau de la matrice énergétique. Pour une compréhension intégrative de ce type d'énergie, je propose qu'on s'arrête un instant sur la signification du symbole du serpent. C'est un symbole de la culture universelle. Une synthèse des informations provenant de différentes cultures en donne les caractéristiques suivantes. Il exprime l'énergie vitale de la naissance et de la mort, du bien et du mal, une énergie de cycles vitaux. Il représente la renaissance, la mue, la protection contre le mal, la sexualité masculine ou féminine. Il est le médiateur entre le monde spirituel et le monde physique. Le symbole du serpent est un 8, mis à l'horizontale, il est le symbole de l'infini. La thérapie du massage énergétique utilise ce mouvement qui a un effet très bénéfique, provoquant la reconnexion des circuits d'énergie. Dans la religion chrétienne, le serpent est pourvu d'une connotation négative, il est associé au démon. Mais si nous lisons la Bible sans les préjugés induits par la politique de l'Église, nous remarquons que le mythe chrétien est en fait en accord avec le mythe universel du serpent. Le serpent d'Éden incite Adam et Ève à entrer dans le cycle de la vie consciente en savourant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à entrer dans le chemin qui peut les amener à devenir des êtres conscients. Ce n'est qu'ainsi que l'homme peut réaliser son potentiel du modèle archétypal reçu d'être sous la forme et à la ressemblance de Dieu. L'hindouisme propose aussi une histoire sur le serpent originel, mais sans la culpabilité spécifique à la religion chrétienne. Au contraire, il y apparaît davantage d'éléments correspondant aux aspects de la réalité découverte par la science moderne. Shesha est appelé le serpent originel, il est l'un des êtres primordiaux de la création. Il s'appelle également Adi-Shesha, celui du début, et Ananta-Shesha, l'éternel. Il est associé à Vishnu, le dieu de l'ordre, qui est le gardien de l'univers. Avant son apparition dans le monde, Vishnu dormait, assis sur Shesha. Shesha est considéré comme un serviteur, mais aussi comme une manifestation de Vishnu. L'histoire hindoue justifie l'honneur de la position qu'il reçoit par l'argument de sa pureté. Dans son incarnation initiale, Shesha était esséuré de la méchanceté des autres serpents et a suivi une ascèse radicale, à la suite de laquelle le Créateur lui a offert cette fonction de soutien de l'univers. Il flotte dans l'océan originel du bonheur et vibre, exaltant Vishnu. On dit que quand Adi-Shesha descend, le temps avance et la création se produit, quand il se retourne, l'univers cesse d'exister. Shesha signifie « ce qui reste », de la racine SIS du sanskrit, car lorsque le monde est détruit à la fin du Kalpa, Shesha reste en l'état. Il vivait avant la création de l'univers. Shesha est un archétype représentant la matrice énergétique originelle. Dans la cosmologie, il représente les cycles de création, de destruction et de renaissance de l'univers. En lisant l'histoire de cet archétype me sont venues des idées exprimant clairement une similitude avec les métaphores du christianisme, qui est la religion que je connais le mieux. La première est liée aux séraphins, lesquels se trouvent autour du trône céleste et chantent des louanges à Dieu, et qui sont comparés à des serpents lumineux.
La deuxième idée concerne la virginité de Marie. Quand j'essayais d'être une pratiquante chrétienne, il m'était impossible de digérer cette idée telle qu'elle était présentée, ad litteram, parce qu'elle contrevenait à une loi naturelle, et mon imagination est restée impuissante face à ma raison. Mais si l'on se libère du concret, qu'on s'élève à un autre niveau de connaissance, sublimé, et qu'on l'accepte comme une métaphore, cela peut être une clé pour comprendre une vérité subtile. Se référant à la pureté de la matrice originelle, la métaphore trouve évidemment son correspondant dans la réalité spirituelle. Voici donc quelques symboles métaphoriques de la matrice énergétique dans la culture universelle. Ils nous stimulent émotionnellement et nous pouvons intuitivement comprendre de quoi il s'agit et ressentir cette réalité sous-jacente de nos vies. Au lieu de cela, la théorie du système énergétique chinois présente des explications qui peuvent être rationnellement comprises. Pour décrire la matrice énergétique, les théories des cultures chinoises et japonaises utilisent le concept Kui ou Chi, nommant le principe générique des formes de vie. Cette fois, on n'a plus de métaphore pour stimuler notre imagination. C'est un concept rationnel qui se connecte aux activités de l'expérience. Sur la base de ces théories, les orientaux ont développé des pratiques très ingénieuses pour optimiser la performance humaine, acupuncture, arts martiaux, Qigong. Le concept Qi constitue, avec Shen et Jing, la base d'information sur l'énergie de la vie humaine. Mais le Qi n'est pas seulement spécifique à l'homme, c'est un principe universel, englobant toutes les formes de vie. Nous ne possédons pas de Qi. Nous sommes Qi. Le Qi est un concept hypothétique qui fait référence au principe d'animation fondamental et unique, lequel est à l'origine de l'univers et génère toutes les formes et manifestations de la vie. Sa circulation est omniprésente et permanente, et unit toutes les formes de vie. Le Qi originel est quelque chose d'indifférencié. Grâce à sa polarisation, le yin et le yang sont générés et agissent ensemble dans un mouvement permanent. Une phrase spécifique à cette théorie dit que, lorsque l'énergie du ciel et l'énergie de la terre seront unies, les 10 000 êtres naîtront. C'est une métaphore. Quand les orientaux disent 1000, 10 000, c'est-à-dire des chiffres ronds, cela représente la multitude, l'infinité. À partir de ces prémices, une théorie très complexe a été élaborée, qui explique les différentes façons de manifester le principe yin-yang. Le Qi se manifeste simultanément à 3 niveaux. Au niveau des êtres vivants, au niveau de la structure de l'univers, au niveau de la spiritualité. Dans mon propos sur le système et ses principes, j'ai présenté les principes les plus généraux dans le seul but de donner une idée de ce dont il s'agit. Mais dans la pratique, chaque technique énergétique a ses règles d'exécution, issues de ces principes de base qui soutiennent tout système énergétique. Mon expérience me permet de témoigner que la psychothérapie ne fonctionne que si les principes essentiels sont respectés. En fait, son but est de rétablir l'ordre dans le principe. Et on travaille avec les émotions, car elles ont la capacité de révéler l'essentiel de l'information subtile des principes fondamentaux. En ce qui concerne le système énergétique du corps humain, je précise qu'il ne peut être compris que du point de vue de ses principes de base, lesquels se diversifient ensuite en fonction des besoins de chaque partie du système.